une entreprise, c'est avant tout comme créer une maison. La construction d'une maison se passe sur plusieurs étapes. Alors, est-ce que tout le monde voit la phrase? Non? Ah, alors il faudrait peut-être... C'est bon pour moi? C'est mieux là? Parfait. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il faut savoir que le point de départ d'une entreprise, c'est très important. C'est la phase 0. Je l'ai appelé la phase 0, 0 pour dire que clairement, vous ne passez pas à l'action concrète. C'est l'action de réflexion. C'est vraiment l'action où il faut étudier son marché, faire un business plan, faire vraiment une étude sur le secteur où on veut se positionner. Comme dans le cadre d'une construction de maison, il y a l'architecte, il dessine les plans, il fait des études de faisabilité sur les sols, il fait effectivement des demandes de construire, de permis de construire, il fait pas mal de travail avant de commencer les travaux. Construire une entreprise, c'est la même chose. Il ne faut pas se lancer à tout va, j'ai une idée, je me lance, tout de suite je commence. Non. Il y a un gros travail en amont à faire. Et c'est pour ça que je l'appelle la phase 0. La première étape qu'on fait, c'est pas pour monter, mais c'est pour descendre, c'est pour creuser. Quand vous construisez une maison, vous creusez. Vous creusez des fondations solides. L'objectif, c'est que plus vous creusez et plus votre édifice sera par la suite solide. Et il pourra être en hauteur. Donc ça prend du temps, il faut creuser. Ça, c'est dans le cadre de la maison. Dans le cadre de l'entreprise, il faut monter en compétences. Ça veut dire qu'il faut se former, il faut investir sur soi. Il ne faut pas hésiter effectivement à prendre du temps pour améliorer l'aspect commercial, comptable, financier, gestion. Parce qu'un chef d'entreprise, il doit savoir tout faire. Donc, si tu ne sais pas tout faire, fais attention, tu auras des problèmes dans tes affaires. Le deuxième point, après tout cela, on passe à la troisième étape qui est là, on commence à se relever et à passer à l'étape pour commencer à créer une entreprise. Comme construire une maison, on commence à poser les premières pierres, les premiers travaux. Et là, la construction de l'entreprise, c'est de savoir quelle forme juridique vous allez choisir, c'est les papiers administratifs pour enregistrer son entreprise. Ensuite, une fois que vous avez fini votre entreprise, c'est comme quand on vous dit la maison elle est terminée, elle est achevée. C'est à partir de là que les choses sérieuses doivent commencer. Yes. Exactement, puisque au moment de la livraison, les personnes habitent dans la maison, mais vous, au niveau de votre entreprise, il faut que vous sortiez de votre entreprise pour aller chercher les clients. Et là, chercher les clients, c'est beaucoup de travail, c'est ne pas être, on va dire, soi-même, sortir de sa zone de confort. Donc c'est se lancer sur ce marché pour promouvoir son offre et ses offres et ses services. Et si tout se passe bien, et si tout est bien fait, et s'il y a un plan qui est bien calé, normalement votre entreprise doit croître et prendre de la valeur. Comme une maison avec le temps prend de la valeur. Sauf qu'une entreprise ne prend pas de la valeur juste à cause du temps. C'est par rapport à ce que vous faites pour la faire grandir. Sinon ce serait facile de construire l'entreprise et puis j'attends, ça prend de la valeur. Sachez que cette partie-là, il y en a beaucoup qui la négligent. Je l'ai présentée très rapidement, mais il y a des points très importants là-dessus. Et il faut savoir qu'elle est négligée parce que les personnes sont pressées. Elles sont pressées de commencer. Mais c'est une partie qu'il ne faut surtout pas négliger parce qu'elle va vous faire gagner du temps par la suite. Alors, les 5 erreurs, je les ai déclinées en plusieurs points, comme P. Donc, les 5 problèmes aujourd'hui que les entrepreneurs ou les personnes se lancent, c'est d'en faire 5 leviers. C'est transformer, on va dire, les choses, les mauvaises expériences en bonnes expériences. Alors, certains qui font peut-être du marketing, ils peuvent reconnaître ce qu'on appelle le marketing mix, ça s'appelle les 4 P. Les 4 P, c'est dans le marketing, c'est le fait de se dire qu'avant de se lancer sur un marché, on va travailler son produit, on va travailler son prix, on va travailler sa place et on va travailler ce qu'on appelle la promotion. Moi, j'ai utilisé le marketing mix pour en faire un remix, pour ajouter d'autres P d'actualité.
Et on va faire le point en 5 étapes sur ces différents points, sur ces différents problèmes pour que ce soit des leviers. Alors, aujourd'hui, vous êtes tous, en tout cas ici, vous avez vu des exposants qui vendaient des produits et des services. Vous me suivez? L'objectif, c'est de ne pas vendre un service, si vous vendez un service, mais de vendre une expérience, de donner une expérience. Je vous donne juste un exemple pour la sœur Linda vous avez retenu Linda? Est-ce que tu peux te lever, Linda? Super, Linda. La voici Linda, c'est la spécialiste des jus de gingembre, de bissap et autres. J'espère que vous en avez goûté. Alors elle vend un produit, elle ne vend pas un service, vous êtes d'accord? Et Linda, la première fois que je l'ai vue, elle m'a présenté son produit, non pas comme un produit, mais comme une expérience. Alors je ne sais plus comment tu l'as dit, mais moi ce que j'ai retenu, c'est je propose des jus pour le bien-être, pour se sentir bien dans sa peau, dans son corps. C'est pas comme je te vends du jus de gingembre, c'est pas comme je te vends du jus de bissap. Je sais pas, Linda, je voudrais que tu me le dises exactement comme toi tu l'avais dit, si tu vois pas d'inconvénient. Alors je l'ai prise au dépourvu, hein. Mais elle joue le jeu, j'apprécie. Tu t'en souviens plus? Waouh. Je fais du bien-être aux papilles gustatives. Je propose du bien-être à vos papilles gustatives. Yes. Non mais c'est... Waouh. Non, mais excusez-moi, quand vous entendez ça, vous n'avez même pas vu ce qu'elle vend, j'achète. Du bien-être à des papilles gustatives, mais waouh. Enfin, l'idée, voilà, c'est ça, c'est sortir des concepts basiques, de dire je vends un produit, je vends un service, mais c'est une expérience que les gens recherchent. Et l'expérience, ça fait la différence. Amen. Tout comme les produits, un produit, il ne faut pas le vendre tel quel, il faut vendre un usage aujourd'hui. Les gens ne recherchent plus à acheter. Je donne juste quelques exemples. Avant, les gens aimaient être propriétaires de leur voiture. Maintenant, les gens préfèrent louer leur voiture. Avant, les gens aimaient posséder. Maintenant, ils aiment juste utiliser. Parce que l'utilisation, ça revient presque au même d'être propriétaire sans les inconvénients. Vous êtes d'accord? Eh bien, c'est pareil pour les produits que vous vendez. Quand vous vendez un produit, essayez dans la mesure de possible de proposer un usage. Parce que vous allez gagner avec un système de location, dans la mesure du possible. Et c'est pour ça que beaucoup maintenant proposent des abonnements. Des abonnements dans ceux qui vendent. Tu utilises le produit pendant 6 mois. Pendant 6 mois, tu payes chaque mois une mensualité. Au lieu de dire je te le vends et puis ça s'arrête là. Et la personne, elle reste peut-être 10 ans comme ça, à payer des mensualités pour vous. C'est plus intéressant que de l'acheter une fois et puis de ne plus le revoir. Parce que vous le fidélisez. Alors, la question aujourd'hui n'est pas à quel prix vous allez vendre votre produit, votre service. Et c'est l'erreur de beaucoup de personnes. On propose un produit en disant je vais le vendre à telle condition, j'ai décidé que ce serait le bon prix, ce serait le bon tarif de le vendre de telle manière. Mais souvent on oublie qu'il faut se positionner non pas d'après nous, mais la bonne question c'est à quel prix le consommateur est-il prêt à acheter une expérience et un usage. Toujours se placer d'après le client. Toujours se placer d'après le client. Et ne regardez pas non plus la concurrence pour autant. Regardez-la, mais ne faites pas seulement votre prix par rapport à la concurrence. Je vous donne juste un exemple. Ceux qui ont commencé à faire des prix par rapport à la concurrence, ils se sont rendus compte qu'ils vendaient à perte à un moment donné. Alors, il y a des actions à mettre en place pour valoriser votre offre et communiquer plus. Il faut communiquer plus valeur que prix. Aujourd'hui, il y a une marque qui s'appelle Apple, et Apple parle du prix, mais accessoirement. Ils sont là pour donner une expérience, et en fait, c'est pas leur iPhone la valeur de l'iPhone ne vaut pas 1000 €. Enfin, ça coûte pas 1000 € un iPhone, mais ils ont donné la valeur de 1000 €. Est-ce que vous situez la différence ou pas? Vous avez besoin de plus d'explications?
Plus d'explications? D'accord. Dans ce que vous vendez, sachez une chose, que ça a un coût forcément de production ou de réalisation. C'est vrai. Mais la valeur que vous allez lui apporter, c'est en dehors de ce que coûte réellement votre produit. Comme pour revenir au produit Apple, si on met tous les composants mis bout à bout, toute la chaîne de production, on va se rendre compte qu'un Apple, ça coûte 100 € à la fabrication. Et pourtant, ils le vendent 1000 €. Parce que derrière, ils ont créé un univers. Derrière, ils ont créé un environnement. Derrière, ils ont mis de la communication qui font que on passe de 100 à 1000 €. Et ils trouvent leur public. Et donc, c'est très important. Alors, pour donner de la valeur à votre produit, il y a plusieurs étapes. Il y a la première étape, c'est une proposition unique de vente. Donc, il faut que votre produit ou votre service, on ne le trouve pas ailleurs, ou en tout cas qu'il y ait un point qui se démarque de la concurrence. Il faut que vous fassiez la différence. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que je connais un frère, il est DJ. Il est DJ, et aujourd'hui, il se démarque parce qu'il propose quelque chose d'unique, ou en tout cas de très rare encore dans le domaine. Il met que de la musique chrétienne. Yes. Il a sa proposition unique de vente. Dans le sens où, sur 10 000 DJ, on va peut-être trouver qu'un seul DJ chrétien. Et si la personne recherche un DJ chrétien, c'est lui qu'on va trouver. Ça peut être une proposition unique de vente dans un domaine tout autre chose. Par exemple, un produit. Un produit qu'on ne trouve nulle part ailleurs que chez vous. Et si on veut le trouver ailleurs, c'est des kilomètres, c'est partir de la France, c'est aller à l'étranger. Mais vous arrivez à le proposer qu'ici, en France, et que chez vous qu'on peut le trouver. Donc essayez de trouver toujours un produit ou un service où vous avez votre proposition unique, quelque chose qui vous différencie de la concurrence. Et ça vous permet d'avoir de la valeur, d'augmenter même le tarif de votre produit. Et quand je dis d'augmenter le tarif de votre produit, c'est pour ça que j'ai mis la petite pièce, vous donnez de la valeur. Mais vous pouvez encore donner plus de valeur. Or, le storytelling. Alors, juste pour information, qui est-ce qui a entendu parler déjà de ce terme storytelling? D'accord? Il y en a très peu là, et alors tous les autres, vous ne connaissez pas storytelling, d'accord? Storytelling, en fait, il faut savoir que les gens maintenant, ils n'achètent plus pour acheter simplement, mais ils veulent avoir une histoire derrière. Et le storytelling, c'est de raconter une histoire, votre histoire ou comment l'idée vous est venue de créer tel produit ou tel service. Et je vous assure, raconter une histoire, ça donne de la vie à ce que vous faites. Et quand vous donnez de la vie à ce que vous faites, vous séduisez, vous attirez. Et vous allez me dire, mais comment je peux raconter mon histoire quand je vois mon produit? Je vais vous expliquer par la suite, vous allez comprendre. Mais moi-même, juste pour information, souvent, je suis dans la téléphonie, j'ai créé mon entreprise dans la téléphonie mobile, les smartphones reconditionnés. Et comment j'en suis arrivé là? J'ai raconté mon histoire en disant, voilà, je travaillais chez Renault, la filiale écologique de chez Renault. C'est la branche qui s'occupe des véhicules pour les déconstruire, les recycler, les réutiliser et garder des pièces de réemploi pour éviter et limiter les déchets. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans sur la filière écologique. Et j'ai subi un licenciement économique. Et quand je dis ça, ah bon? Ah ouais, mais comment t'as fait après? C'était chaud, c'était dur. Les gens, ils aiment dire ça. Non, ça c'est... Voilà, mon côté optimiste, je vois toujours le verre à moitié plein que vide. Et j'ai dit, c'est une opportunité pour moi de créer une entreprise. Et j'ai l'appui en plus d'une entreprise qui s'appelle Renault pour m'accompagner. Donc que demander de plus, je suis content. Et je vais continuer l'histoire en disant simplement que le domaine où j'étais dans le recyclage des voitures, je me suis dit, mais pourquoi on ne le met pas en place pour les téléphones? Pourquoi ne pas recycler les anciens téléphones, les pièces de réemploi, et faire en sorte que non seulement c'est bon pour l'écologie, mais ça fait des économies. Cette histoire, ça a l'air de rien, mais ça permet de toucher les personnes que de dire je vends juste des smartphones et que derrière il n'y a pas d'histoire. Vous avez tous ici une histoire à raconter, c'est clair et net.
Et ce que vous faites aujourd'hui, si vous le faites, c'est que le Seigneur vous a poussé à le faire. Si vous avez un don, c'est que le Seigneur vous attend à faire quelque chose de ce don. Et forcément, derrière, il y a une histoire à raconter. Et n'hésitez pas à la raconter. Surtout, n'hésitez pas parce que ce que... Je ne vais pas dire plus, mais on va voir la suite. Voilà, on va voir la suite. Ensuite, il y a un troisième point, c'est bâtir une expérience autour de votre produit et votre service. L'expérience, c'est comme ce qu'elle nous a dit, Linda, pour les papilles. Mais ça peut être tout autre chose. À vous de chercher, de vous creuser la tête pour savoir votre produit, quelle expérience qu'elle peut avoir la personne avec votre produit ou votre service. Et enfin, et ça c'est important aussi, c'est de pouvoir quand même mettre en avant les bénéfices clients dans votre produit, dans votre service, si la personne passe par vous. Quand je dis les bénéfices clients, il y a le bénéfice en termes de temps. Voilà, je vous propose cela, ça va vous faire gagner du temps. Au lieu de passer 3 heures à faire telle ou telle chose, vous allez passer plus de demi-heure. Voilà, vous allez gagner de l'argent. Vous allez réduire votre consommation, par exemple, de temps. Ou sinon, au niveau du confort, c'est plus simple, vous allez moins vous fatiguer à faire telle ou telle chose. Sachez une chose, que tout ça mis bout à bout, vous pouvez passer d'un produit qui coûte 100 €, vous pouvez le faire passer à 1000 €. Tout cela mis à bout est bien expliqué. Alors, c'est très simple, ça synthétise un peu tout ce qui a été dit précédemment. Aujourd'hui, les personnes qui sont consommateurs et qui achètent, n'achètent plus par la réflexion, mais achètent par l'émotion. Il faut savoir que plus l'expérience du client sera belle, moins il regardera le prix. Retenez bien, plus il aura une belle expérience, le prix que vous lui affichez, il ne regarde même pas. De plus, pour cela, il faut agir sur les émotions. Plus vous allez agir sur les émotions, moins il y aura de réflexion. Là, on voit, c'est le cerveau, la partie droite et la partie gauche. Et vous voyez, il y a une partie qui résonne plus au niveau du cœur. Aujourd'hui, c'est les consommateurs qui résonnent avec le cœur. Dans la société où nous vivons, les gens agissent et sont conduits par le cœur. Donc n'hésitez pas à agir sur les émotions, de proposer un produit qui apporte vraiment quelque chose de différent. Alors comme je vous disais dans mon témoignage, je vendais des smartphones reconditionnés et j'avais comme PUV, alors au hasard, qui est-ce qui a retenu PUV? C'est pas prix unitaire, c'est proposition unique de vente. C'est ce qui fait la différence dans ce que vous proposez. Et moi, dans les smartphones reconditionnés, je me suis lancé. Il y avait un peu de concurrence qui commençait à arriver. Et je me suis dit, il fallait que je me démarque de cette concurrence. Et ma proposition unique de valeur, c'était de proposer une garantie de 24 mois quand la moyenne des personnes, le marché proposait 12 mois de garantie. Donc moi, j'étais à 2 fois plus de garantie. Et ces garanties doublées permettaient effectivement de me démarquer de la concurrence. En sachant que, en faisant ça, je ne prenais pas de risque aussi parce que j'avais étudié mon marché. Et en étudiant mon marché, je me suis rendu compte qu'un consommateur renouvelait son smartphone tous les 18 mois. Donc ça veut dire que quand j'allais à 24 mois, est-ce que je prenais un risque? J'aurais pu même aller à 36 mois. Au bout de 18 mois, il arrête, il change. Et cette différence m'a permis effectivement de bien me démarquer par rapport à la concurrence. Ça m'a permis de progresser mes ventes de 20%. Et j'ai rajouté aussi autre chose, quelque chose comme encore une autre proposition unique de vente, c'est tout simplement de mettre mes téléphones reconditionnés dans des boîtes d'origine. J'ai trouvé un moyen d'obtenir les boîtes Apple d'origine, j'ai trouvé un moyen d'avoir les boîtes Samsung d'origine, et mon téléphone reconditionné, je le mettais dans ces boîtes. Et quand je les mettais dans ces boîtes, ben forcément, la valeur n'avait pas la même. La perception n'était pas la même. Et là encore, ça m'a permis de progresser mes ventes de 5%. Parce que je le mettais dans les annonces, j'expliquais clairement que je proposais des smartphones reconditionnés dans leur boîte d'origine. Bien retenir cette chose,
la connaissance de ses clients, savoir ce qu'ils ont besoin, savoir quelles sont leurs attentes. Et ainsi, une fois que vous connaissez bien leurs besoins et leurs attentes, ben vous allez travailler pour augmenter votre valeur et pour pouvoir ensuite améliorer votre service, améliorer votre produit, pour ensuite pouvoir augmenter vos prix. Tout à fait. Juste pour information, il y a des études qui montrent que le même produit, en fonction de la communication, ou en fonction de la manière dont il est travaillé, on peut augmenter, on peut doubler, on peut tripler le tarif. Alors, des expressions à bannir, vous pouvez les noter et ensuite les parer en rouge. En tant qu'entrepreneur, on ne parle pas de coût, on ne parle pas de prix et on ne parle pas d'achat. À la place de coût, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, personne. Ah. Alors je vais vous dire, à la place de coût, vous dites ça ne coûte pas tant, vous investissez tant. C'est pas pareil. Au lieu de dire ça te coûte 100 € pour faire ta formation, tu vas investir 100 € en toi. C'est pas pareil. Vous êtes d'accord ou pas? Faites-vous plaisir au lieu de dire le prix. Là sur le stand, les sœurs qui vendent des vêtements, arrêtez de dire que le prix est de temps. Vous allez dire faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Comme le mot achat, dites tout simplement profitez de l'offre au lieu de dire achetez mon produit ou achetez cette offre. Profitez. Ça a l'air de rien, mais c'est des choses qui jouent sur le mental et le psychologique. Et comme on a vu tout à l'heure, c'est l'émotionnel qui fait l'acte d'achat de plus en plus. Si vous touchez la personne par des paroles qui sont différentes, vous allez avoir des ventes qui seront différentes. Amen. Wow. Ensuite, le deuxième point, c'est place, le P, place et P comme présence. Alors le point, c'est ne cherchez pas l'endroit qui vous arrange, mais cherchez vraiment the place to be, l'endroit où il faut être. Et the place to be, c'est pas chez soi à la maison, parce qu'on travaille chez soi à la maison et puis c'est bien, ça fait du bien. Et ça, c'est une erreur que j'ai commise pendant presque 5 ans. J'ai toujours travaillé de chez moi, parce que j'étais sur Internet et je me suis dit pourquoi prendre des locaux, puisque je travaille sur Internet à distance, je vends mes smartphones à distance, je ne vois pas de clients, je fais tout à distance, donc pourquoi prendre des locaux? Et ça a été très mauvais. Ça a été très mauvais, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes dans un environnement et quand vous sortez de votre environnement privé, votre état d'esprit, votre réflexion, votre manière de fonctionner passe à un autre mode. Oui. Et j'avais cette autonomie, cette responsabilité, j'étais consciencieux, mais mon corps et psychologiquement ça passait pas à ce mode supérieur que j'aurais dû avoir en étant en dehors de chez moi et en voyant d'autres personnes autour de moi. La question sur le place to be, c'est pas est-ce que je vends sur Internet et via les réseaux sociaux? La bonne question, c'est plutôt comment vendre sur Internet et via les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair que c'est incontournable. On ne peut plus faire du business. On peut plus faire du business en dehors de ces canaux de vente. Si vous pensez faire du business, si vous pensez faire des ventes, si vous pensez promouvoir vos produits, sans passer par là, c'est pas possible. Sur Internet et sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas là-dedans, vous êtes nulle part. Alors, comment vendre sur Internet et via les réseaux sociaux? Je ne peux que mentionner une personne qui s'appelle Vanessa, qui est pro en la matière. Et beaucoup pourront témoigner. Aujourd'hui, on a lancé effectivement la 3e édition avec le pasteur Kitty du Salon de Savoir-Faire. Et il y a eu un gros coup de boost par rapport aux réseaux sociaux qu'on n'avait pas utilisé et on a vu la différence quand ça a été utilisé par la suite. Tout à fait. Alors les actions pour augmenter les ventes, hormis d'aller la voir, je vais vous donner quand même quelques points. Donc il faut assurer sa visibilité. En gros, vous avez beau avoir les meilleurs produits du monde, s'ils ne sont pas visibles, ces meilleurs produits du monde sont pour qui?
sont juste pour vous. C'est tout. Donc, assurer sa visibilité, c'est déjà à travers un site internet, c'est déjà à travers une présence sur le web. Et quel que soit ce que vous vendez, ne pensez pas que comme vous vendez des, je sais pas moi, des produits du terroir, des produits naturels, vous ne pouvez pas aller sur internet. Tout est possible et tout est possible sur internet et ça doit être vu, ça doit être mis en avant. Il faut créer du trafic. Donc créer du trafic, c'est pas parce que vous êtes sur internet que tout de suite on va venir vous voir. Vous êtes sur internet, mais vous n'êtes pas encore vu de personnes. Donc c'est là qu'il faut mettre des opérations pour créer du trafic. Et on va voir tout à l'heure comment créer du trafic. Ensuite, il faut augmenter son taux de conversion, faire passer de prospect à client. Ça, c'est le taux de conversion, c'est de faire en sorte que ces personnes, quand elles sont sur votre site, vous les accrochez. C'est comme là, quand les personnes passent sur votre stand, vous leur dites pas bonjour. Si vous leur dites pas bonjour, c'est pas bon, c'est sûr. Mais il faut leur dire bonjour, mais surtout, essayez de leur dire voilà, écoute, tu es là, faire une conversation et commencer à proposer vos produits et vos services. C'est commencer effectivement à faire en sorte d'accrocher la personne qui vient sur votre stand. Et ensuite, fidéliser vos clients. Fidéliser vos clients, c'est très important puisqu'il est plus important, effectivement, il est plus facile de refaire passer une commande ou de refaire acheter une personne un produit que d'attaquer un nouveau client ou d'avoir un nouveau client. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est juste, comme je vous disais tout à l'heure, comment assurer le maximum de visibilité et comment faire en sorte pour transformer, on va dire, avoir un taux de conversion plus important sur Internet. Avoir un blog dans la mesure du possible, bien sûr, avoir sa page Facebook, Instagram, si possible aussi, pour certains, la page LinkedIn, qui est une page professionnelle, et si possible, de plus en plus, sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à parler sur une chaîne, n'hésitez pas à mettre en avant vos produits sur une chaîne, ça marche de plus en plus. Et faites-le naturellement, si vous êtes à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise, ne le faites pas. Il faut construire son audience, être toujours en contact avec ses prospects, avec ses clients. Toujours rester en contact, c'est toujours ça. Toujours alimenter vos pages, vos réseaux sociaux, vos chaînes YouTube. Ça, c'est pour les méthodes gratuites. Et après, vous pouvez rajouter ce qu'on appelle des boosts, des campagnes. Ça, c'est payant, c'est pour demander à ces outils qui sont Instagram et Facebook de mettre encore plus en avant vos publications. Pour augmenter les taux de conversion, donc faire en sorte que les personnes qui viennent sur votre site puissent acheter ou prendre vos services, il faut vraiment mettre en place ce qu'on appelle des témoignages, des personnes qui ont déjà acheté, leur demander leur avis et qu'ils n'hésitent pas à mettre leurs témoignages en ligne. Parce que les témoignages, ça rassure. Les témoignages, ça met en confiance. Les témoignages, c'est de l'assurance. Et aujourd'hui, bien sûr, parmi vous tous, avant d'acheter quelque chose ou avant de conclure quelque chose sur un site internet, vous regardez les avis clients. N'est-ce pas? Et pourtant, c'est des clients que vous ne connaissez pas. Vous pourrez dire, je ne connais pas, donc je ne crois pas. Ben, la plupart regardent les témoignages avant de valider un produit ou un service. Vous avez comme outil à disposition ce qu'on appelle les places de marché. Les places de marché, c'est comme Amazon, c'est une place de marché, c'est un endroit qui regroupe tous les vendeurs. Et n'hésitez pas à utiliser ces moyens. Il y a des moyens comme Amazon, comme Cdiscount. Il y a d'autres moyens qui arrivent de plus en plus auprès des chrétiens, qui proposent des services comme Univers Chrétien, qui est tout nouveau, Eva. Je ne sais pas où tu es, Eva. Mais en tout cas, voilà, c'est des plateformes où vous pourrez vous positionner et positionner de façon ciblée pour viser des personnes, des chrétiens ou des chrétiennes. Ensuite, je ne vais pas rentrer trop dans les termes techniques, mais vous avez le marketing automation et vous pouvez mettre un système des automatisations pour livrer les commandes avec le dropshipping et bien d'autres choses. Mais pour cette partie-là, comme je disais, vous avez une sœur qui est experte dans le domaine et vous avez aussi un frère qui est expert dans le domaine qui pourra vous donner plus de détails là-dessus. Alors, moi, pour ma part,
j'ai vendu sur mon propre site internet des smartphones reconditionnés. Et quand j'ai vendu mes smartphones reconditionnés, ben, ça décollait moyennement. Et je suis resté longtemps à avoir des commandes limitées ou des petites commandes. Et puis ensuite, j'ai découvert Amazon. Et là, j'ai fait un bond mais impressionnant sur Amazon. Et puis, ben, sur Amazon, je suis allé encore plus loin puisque j'ai mis ce qu'on appelle le programme Expédié par Amazon. Expédié par Amazon, pour information, c'est Amazon qui s'occupe de tout. Vous leur envoyez une partie de votre stock. Et ce stock-là, en fait, à chaque fois qu'il y a une commande d'un client, c'est Amazon qui envoie et qui traite le client et qui vous fait le paiement. Donc ça, vous pouvez le faire pendant que vous partez en vacances, pendant que vous n'êtes pas là. Alors attention, là encore, mon erreur, c'est que j'avais emmené des gros téléphones à plus de 500, 800 € chez Amazon. Et quand Amazon ne vend pas le produit au bout d'un certain temps, ils le détruisent. Voilà, exactement. Il faut le savoir. Donc, moi, j'ai un conseil à vous donner, c'est utiliser cette plateforme, mais ne le faites pas pour des produits de grande valeur. Si vos produits dépassent clairement les 50 €, passez à autre chose. Mais si c'est moins de 50 €, allez-y sans problème. Parce que ça vous fait gagner du temps énorme. Et quand les gens commandent sur Amazon, les personnes commandent, quand ils savent que c'est expédié par Amazon, et bien ils achètent encore plus auprès d'Amazon que si c'était vous qui livriez. En tout cas, ça m'a permis d'augmenter mes ventes de 25% et je me suis mis sur une autre place de marché qui s'appelle Back Market. Mais en même temps, ça m'a généré beaucoup de pertes par rapport à ce que je vous ai dit pour Amazon. Ce qu'il faut retenir, il faut faire un bon ciblage dans votre marché. Il faut bien cibler les clients que vous visez. C'est très important de bien cibler vos clients. Et d'être au bon endroit également pour toucher le maximum de personnes. Pour augmenter son chiffre d'affaires, il y a souvent deux leviers. C'est essayer d'augmenter ses ventes, le nombre de ventes, et bien sûr, augmenter le prix moyen, le panier moyen. Si vous arrivez effectivement à augmenter les ventes, ça veut dire que vous avez plus de clients. Et pour avoir plus de clients, ben, il faut aller un peu partout où vous avez la capacité, la possibilité de vendre. Ne vous limitez pas qu'à votre site internet comme j'ai fait pendant un moment. Je suis après allé sur Amazon, je suis après allé sur Back Market, je suis allé sur Cdiscount et j'avais plusieurs canaux qui faisaient la vente de mes produits. Et effectivement, à l'arrivée, j'arrivais avec beaucoup de ventes. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, comme je vous ai dit, c'est de se limiter à un seul site et à un seul canal de vente. Et c'est comme vous ici aujourd'hui en tant qu'exposant, vous êtes venu ici dans ce salon, vous allez aller la semaine prochaine dans un autre salon, vous allez aller dans d'autres événements pour pouvoir encore vendre. Et à côté de ça, ben, c'est toujours des opportunités supplémentaires. Ne pas se limiter, à chaque fois effectivement, maximiser les endroits, les canaux pour vendre encore plus. Le troisième point, c'est promotion, promesse. Ne jamais, mais ne jamais communiquer pour baisser les tarifs. En fait, c'est une erreur que beaucoup font. C'est une erreur que moi-même j'ai fait. Moins 50 €, moins ceci sur les produits que je propose. C'est une erreur à faire. C'est une erreur à ne pas faire. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que ça ne permet pas forcément, ça ne permet pas d'augmenter, on va dire, votre rentabilité. Ça permet d'augmenter vos ventes, votre chiffre d'affaires, mais pas votre rentabilité. Et le plus important, c'est la rentabilité. Alors, rentabilité, je parle de ce qui vous reste à la fin dans la poche. Vous pouvez vendre beaucoup plus, mais si vous reste rien dans la poche, ben, c'est pas intéressant. Et souvent, c'est le cas, c'est que pour vendre plus, ben, on baisse les tarifs et on gagne beaucoup moins. Donc, maintenez vos tarifs, mais vous avez d'autres astuces pour vendre encore plus et augmenter vos marges. Alors la question, c'est pas quelle remise que je vais appliquer sur mon produit ou mon service, mais c'est quel service que je vais apporter en plus et que je vais offrir en plus à mon client. Ce qu'on appelle la gratuité, mais la gratuité qui est apportée à des conditions. Et on va voir les conditions. Alors, juste pour information ici, quelle est la meilleure offre selon vous? La meilleure offre, j'entends par là, où est-ce qu'on fait le plus de ventes? L'offre
où il y a le plus de vendeurs qui vont cliquer pour dire « je veux celle-ci, j'achète là ». Est-ce que c'est celle qui a 10 € et on rajoute plus 2,39 € de livraison, ou si c'est plutôt l'autre, où c'est 12,39 €, livraison est gratuite? Waouh, excellent. Alors là, 100% vous avez répondu l'autre. Et pourquoi d'après vous? Parce que c'est la même chose. Et ben voilà, vous avez vu livraison gratuite. Et le livraison gratuite, ça fait la différence. En gros, aujourd'hui, vous pouvez vendre un produit plus cher et vous mettez livraison gratuite, ben vous le vendez. C'est psychologique, ça revient au même. Mais l'offre, je vais vous dire, là, ben la personne, elle ne fait pas beaucoup de ventes. Elle ne fait pas beaucoup de ventes. Parce qu'elle fait payer des livraisons. Et aujourd'hui, les gens ne veulent plus payer des livraisons. Ça les dérange. Donc, mettez le prix de la livraison dans votre prix et vous allez vendre encore plus. Là, quelle est la meilleure offre? Quelle est la meilleure offre selon vous? C'est 3 offres différentes. Alors, pour ceux qui sont loin et qui ne voient pas, la première offre, c'est pour une formation qui a 199 € que vous payez en une fois. La deuxième offre, c'est une formation, toujours, que vous payez en 2 fois. Et la troisième offre, c'est la même opération, c'est la même formation que vous payez en 3 fois. Laquelle des 3 offres qui marche le plus? Non, mais vous êtes fort. Alors, non, mais c'est logique pour vous ou pas? Ouais, c'est logique. Alors, dans la mesure du possible, quand vous pourrez le faire, et moi, c'est ce que j'ai réussi à faire à un moment donné, c'était des facilités de paiement à mes clients. Et j'ai vu aussi que j'avais grimpé mes ventes quand je leur proposais en 3 fois ou en 4 fois. Mais il faut pouvoir le faire, par contre. Mais oui, effectivement, la troisième offre, c'est celle qui marche beaucoup plus. Parce que des gens communiquent sur un tarif divisé par 3. Et la personne, elle se dit qu'elle dépense que 66 €. Alors qu'à l'arrivée, elle aura dépensé pas loin de 200 €. Et est-ce que vous avez vu la petite subtilité? Au lieu de dire commander, il y a marqué. Vous avez vu la différence là aussi? La personne, quand elle clique, elle sait qu'elle va augmenter en compétences. Elle clique avec le sourire. Elle clique pas en se disant c'est cher. Elle clique pas en se disant mais je dépense. Elle dit waouh, oui, j'investis en moi. Oh oui, j'ai envie de cliquer encore même. Pour finir, la dernière opération, quelle est selon vous la meilleure offre? Il s'agit d'une belle cravate en soie, où on vous dit que la première, vous l'achetez, et la deuxième, on vous la fait à moins 50%. Et la deuxième offre, on vous dit, vous en achetez 2, et bien on vous offre la troisième. Voilà, là encore, c'est l'autre offre, où vous en achetez 2, on vous offre la troisième parce qu'elle a gratuité. Et dans cette opération-là, vous vendez encore plus. Vous vendez encore plus, puisque la personne, elle va prendre forcément, elle a besoin d'une cravate, mais quand vous lui dites ça, elle en achète 2. C'est vrai ou pas? C'est comme vos offres en tant qu'exposant. N'hésitez pas à dire t'en achètes 3 et je t'offre le 4e. Waouh! N'hésitez pas. En tout cas, vous savez qu'il y a des personnes qui vont acheter ici, hein, parce qu'ils l'ont dit pour la cravate, ils peuvent le dire pour votre produit. Amen. Alors, très important aussi, dans ce que vous proposez, il faut tenir votre promesse. Mais surtout, il faut avant tout déjà faire une promesse à vos clients. C'est très important de faire une promesse. La promesse, c'est un bénéfice que vous allez apporter à vos clients et qui fait la différence. C'est ce qui va démarquer votre entreprise de la concurrence. C'est ce qui va caractériser votre offre de produits et de services. Une promesse, derrière, s'il y a un engagement et que cet engagement, il n'est pas respecté, il faut qu'il y ait un dédommagement pour rattraper les choses. Je vous donne un exemple. Moi, je vendais, comme je disais, des smartphones reconditionnés. À un moment donné, je proposais la livraison sous 24 heures. Et la livraison sous 24 heures, c'était ma promesse. Et cette promesse, ben, ça permettait effectivement de développer mes ventes pour des clients qui étaient très précis. Ils ont vu le téléphone, ils le veulent tout de suite. Ma promesse était, ok, le lendemain, t'es livré. C'était pas encore Amazon à cette époque. Hein. Et derrière,
si je ne tenais pas ma promesse, je me devais de dédommager la personne. Et je le faisais. Si je n'arrivais pas à tenir cette promesse, je dédommageais par de la gratuité que j'offrais, un geste commercial. J'offre les accessoires, j'offre les écouteurs, j'offre le chargeur supplémentaire, j'offre un mois de garantie supplémentaire. Voilà. Mais surtout, ne faites pas de promesses que vous ne tenez pas. Et si vous n'arrivez pas à la tenir, il faut dédommager le client. Absolument. Alors là, j'ai pris plusieurs opérations et cette opération en tête. Le client veut toujours plus. Le client veut toujours aussi moins de temps en temps. Moins quoi? Voilà. Le client veut toujours diviser les choses. Les choses qui lui coûtent. Diviser par 2 sa consommation. Par 3 sa consommation. Et il veut toujours multiplier les choses. Alors il faut savoir jongler avec tout ça. Le but c'est pas d'utiliser les 4, c'est pas possible. Mais c'est de se dire, est-ce que votre opération dans votre promesse c'est du plus, c'est du moins, c'est de la multiplication, c'est de la division. Dans tout ce que vous faites comme activité, vous pouvez positionner cela. Alors, le témoignage, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait des facilités de paiement pour augmenter mes ventes sur les places de marché, Cdiscount et sur Back Market, et j'ai pu augmenter mes ventes de 10%, parce qu'il y avait 10% qui étaient intéressés par ce système de facilité de paiement. Et j'avais une promesse, c'était, comme je l'ai dit, la garantie. Jouer sur une garantie Apple et Samsung, et même des fois plus. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est donc baisser ses tarifs. Ne baissez pas vos tarifs. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire trop d'offres. Multiplier trop d'offres, c'est pas bon. C'est nuisible plus qu'autre chose. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est orienter des offres en faveur des prospects. J'entends par là, orienter des offres pour des prospects, c'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui dans cette société, c'est que les gens, au lieu de récompenser la fidélité des personnes, par exemple les opérateurs Free, Orange et tout le tralala, ils proposent toujours des meilleures offres aux nouveaux clients. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous êtes nouveau client finalement, vous êtes gagnant. Donc ça incite à faire quoi? À partir pour revenir. Est-ce que c'est logique? Non. Ben, c'est de sortir de cette logique quand je dis orienter les offres en faveur des prospects, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais faites plutôt des offres pour vos clients fidèles pour qu'ils soient encore plus fidèles. Ne pas faire de promesses aux clients, c'est pas une bonne chose. Le client, il aime qu'on lui fasse une promesse. Et si on lui fait aujourd'hui, le client, il aime qu'on le chouchoute. Donc, ici sur les stands, n'hésitez pas à faire des promesses à vos clients, à vos personnes qui viennent et qui sont intéressées par vos produits et vos services. Une promesse comme si tu n'es vraiment pas satisfait de la formation que je te propose ou si tu n'es pas satisfait de la qualité, j'accepterai de le rembourser. C'est une promesse. Mais si vous êtes sûr de votre qualité et de votre prestation, c'est une promesse qui ne doit pas vous déranger. Et surtout, ne pas tenir des promesses, ça c'est le pire de tout. Aujourd'hui, il faut communiquer pour augmenter ses ventes, limiter les offres pour les prospects et multiplier les offres pour vos clients fidèles, c'est ce qu'il faut faire. Et enfin, avoir une promesse client avec garantie et s'y tenir. Voilà. C'est surtout ça qu'il faut retenir. La quatrième partie, des partenariats et des parrainages. Vous connaissez l'adage qui dit « seul on va plus vite ». À plusieurs, on va plus loin. Et c'est encore mieux, moi j'ai rajouté, et c'est encore mieux si le client nous accompagne en chemin. Pourquoi je vous dis ça? Je vous donne juste un exemple encore. Par rapport au smartphone reconditionné, j'avais une personne qui m'a racheté pour toute sa famille, effectivement, plein de smartphones, parce qu'elle était très satisfaite de la qualité et des prix. Et cette personne m'a dit, écoutez, je voudrais bien effectivement mettre en avant votre site, mais je ne voudrais pas le faire juste comme ça, quoi. Bon, elle était intéressée, la personne, et j'ai compris. Mais j'ai utilisé cette proposition comme une force, parce que cette personne est devenue un ambassadeur. Et en fait, elle faisait de la vente pour moi, en tant qu'ambassadeur, et elle générait des ventes supplémentaires que je n'aurais pas pu faire, dans des endroits où je n'aurais pas pu faire, dans son entreprise, auprès de ses collègues, auprès de son entreprise, elle a réussi à faire pas mal de ventes.
Et moi, ça m'a permis d'écouler pas mal par son canal. Donc, à plusieurs, on va plus loin. Et si vous pouvez accompagner le client avec vous, c'est encore mieux. Alors la question n'est pas qui va gagner le plus quand vous faites un partenariat, parce que souvent on a peur de faire des partenariats. Non, vous allez toujours être gagnant de faire un partenariat. Un peu de partenariat, une collaboration, c'est toujours très très bénéfique. Comme disait tout à l'heure Pasteur Kitty, elle avait cette vision de faire le salon du savoir-faire. Elle avait fait la première édition, elle avait fait la deuxième édition. Et l'année dernière, je lui ai fait part effectivement que sa vision, moi je la partageais. Et elle m'a proposé, Stéphane, l'année prochaine, si tu veux, on fait ensemble. Elle l'a vu comme un partenariat, une collaboration. Et elle n'a pas vu comme quelque chose qui allait être un frein pour elle, qui allait faire de l'ombre, qui allait la pénaliser, au contraire. Et moi, je vous encourage tous ici à vous dire avec qui je vais faire ma collaboration dans mon activité. Avec qui je vais faire le partenariat. Parce que je vous assure, vous allez gagner du temps. Vous allez vraiment gagner du temps. Et ne travaillez pas seul. Ne travaillez vraiment pas seul. Exactement. Alors vous avez plusieurs manières de faire des partenariats et des collaborations ou gagner, on va dire, par des leviers supplémentaires. Juste pour information, l'opération de parrainage, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde et qui marche très bien encore aujourd'hui. Parrainer, c'est dire, voilà, si je t'apporte un client, qu'est-ce que je gagne? N'hésitez pas, quand vous vendez un produit ici dans le stand, si tu me ramènes ou si tu me fais bénéficier de 2 ou 3 clients supplémentaires ou de personnes qui sont intéressées, ben, tu auras ça en plus. Ne dites pas tu auras ça au moins, tu auras ça en plus. Ne pas baisser les tarifs. Proposez plus, mais ne pas baisser les tarifs. Cherchez des ambassadeurs qui représentent votre produit ou vos services, votre entreprise. Cherchez des prescripteurs. Les prescripteurs, c'est ceux qui recommandent. Je vous donne juste un exemple. Vous êtes dans le domaine des voyages, vous organisez des voyages, ben vous travaillez avec des tour opérateurs qui vont promouvoir effectivement votre activité. Vous êtes dans la gastronomie, la restauration, n'hésitez pas à contacter d'autres types de restaurants pour dire voilà, vous n'avez pas ça sur votre carte, vous pouvez proposer ma carte et en contrepartie, on va trouver un arrangement de commission. Mais là, vous allez avoir des cadeaux supplémentaires et faire des ventes supplémentaires. Il y a plein de restaurants chinois, comme vous le savez, mais les Chinois ne savent pas encore faire le bissap. Je ne dis pas encore, faites attention. Vous pouvez aller les voir et leur dire, voilà, hein, ce jus-là, ça peut bien marcher ici. Hein. Alors pourquoi c'est pas possible? Pourquoi c'est pas possible? Il y a une sœur qui dit c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Comment? Ils vont le faire. Le truc, c'est que soit vous savez faire la différence, parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire et qu'ils ne pourront jamais faire. C'est ça. Il faut le savoir. Il y a des choses... Oui. Bon, on va dans un autre débat, il faut se méfier. Alors, dans ce cas-là, faites ça avec votre frère et votre soeur. Voilà. C'est ce que j'attendais. Amen. Voilà, faire avec des influenceurs, faire des partenariats. Voilà, la pire des choses, en tout cas, dans tous les cas de figure, avec des Chinois ou pas, c'est de rester fermé et isolé dans son secteur d'activité. Les affaires se font partout, même où on ne le pense pas. Et là encore, je vais vous raconter ce qui m'a permis de développer encore beaucoup mes ventes. C'est que je connaissais un directeur de 2 salles de sport, et je suis allé le voir pour prendre de ses nouvelles, et il me disait wow, c'est compliqué, les Basic Fit, toutes les chaînes de salles de sport qui s'implantent, ben, elles baissent les prix, et moi je ne les retrouve pas, ça ne marche plus. Mes clients me boudent parce qu'ils trouvent que je suis trop cher. Pourtant, je n'ai pas changé mes tarifs et je leur fais des remises, mais... Et là, le Saint-Esprit m'a conduit à lui dire, écoute, on peut faire un test. Moi, je vends des smartphones reconditionnés. Toi, tu proposes des abonnements d'une salle de sport. Est-ce que vous avez trouvé le lien que je pouvais faire avec lui? Non, est-ce que vous l'avez trouvé? C'est quoi le lien? Reconditionner la salle de sport? Non. C'était bien pensé, mais j'ai pas reconditionné la salle. Alors, proposer des séances de sport,
Et après, et dans les téléphones, ça rentre à quel moment? Pour chaque abonnement, un téléphone. Vous achetez un smartphone, déduction si vous avez un abonnement. C'est presque ça. Alors en fait, voilà, qu'est-ce que j'ai fait avec lui? Je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, les gens, ils aiment tout ce qui est Apple, Samsung, ça a de la valeur, ils seraient prêts à faire des choses de plus pour gagner ça en plus. Et si on mettait une opération ensemble, où tu proposes à ton un abonnement et tu proposes un smartphone offert. À la place de faire une réduction comme tu fais des réductions où tu pèses 300 ou 400 euros, tu dis que tu ne pèses pas 300-400 euros, tu dis un abonnement, un téléphone. Et là, j'ai fait un partenariat avec lui. Ça a duré 2 ans. Et en 2 ans, il m'appelait tous les mois pour dire Stéphane, bon, ben, pour ce mois-ci, je vais te reprendre encore 20 téléphones. Ah ouais? Donc, tu as fait 20 abonnements le mois dernier, puisque tu m'avais pris 20. Ouais, j'ai fait 20 abonnements. Waouh! Et moi, il me faisait vendre mes téléphones. Et il faisait des abonnements. Et quand moi, je vendais des téléphones, il faisait des abonnements. Et ces abonnements téléphones, c'était un cercle vertueux. Gagnant-gagnant. J'ai été conduit effectivement par le Saint-Esprit. Et c'est vrai que ça m'a permis effectivement d'écouler encore dans un canal supplémentaire des produits. On arrive à la fin, donc on a vu les 5 points, et je vous ai fait une synthèse sur les 5 opérations, les pourcentages de croissance que j'avais. Plus 25% pour tout ce qui est produit. Pour tout ce qui est, quand j'ai augmenté la valeur de mes produits et la valeur de mes services. J'ai augmenté de 25%. J'ai augmenté de 50% dans tout ce que j'ai fait concernant les différentes places de marché, où je me suis mis sur Cdiscount, Back Market, Amazon, où j'ai augmenté plus de canaux de vente. Ça m'a permis effectivement d'augmenter en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité. J'ai augmenté de 10% là-bas par rapport à une promesse cliente que j'ai faite et aussi par rapport à ce système de facilité de paiement. Et enfin, les partenariats et les parrainages, ça m'a permis d'augmenter de 15%. Donc vraiment, c'est cette année 2017 où j'avais fait 2018 où j'ai réussi effectivement à faire un gros chiffre d'affaires. Mais voilà, ce n'est pas tout. Je finis par le dernier P qui est le P de la prière. Le P de la prière. Non, je ne vous ai pas entendu. Le P de la prière. Amen, amen, amen. Et là, je vais être clair avec vous, je vais être transparent avec vous. J'ai beaucoup négligé cet aspect-là. Beaucoup. Et en fait, c'est vrai que ce business, en fait, il faut qu'il soit cadré, il soit encadré par le Père. Et il faut aussi surtout faire une alliance au départ avec le Père dans son activité, dans la création de son entreprise, ce que je n'avais pas forcément fait. Et je vous le dis, pour le mouvement Aller, c'est différent. Voilà. Donc, avoir l'appui du Père et s'appuyer aussi comme le P de la... Voilà. Vous aimez les P, hein? Voilà, donc j'ai pris quelques versets. Et je voudrais qu'on lise tous ensemble le dernier, Matthieu 7, verset 24. Si on pouvait commencer à le lire ensemble, à 3. 1, 2, 3. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Merci, amen, à la parole. Et vous avez vu et vous avez lu pourquoi j'ai fini sur cette maison. Pourquoi? La construction. La construction, il faut que ce soit sur des bases solides. Et ces bases solides, c'est les bases avec le... Amen. Amen, amen. Voilà, bah merci beaucoup.